Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. J'espère que vous avez passé un très bon Noël et moi je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours passés loin de vous. La ligne est ouverte au 39 21. Alors si vous avez un souci, si vous rencontrez des problèmes dans votre couple ou des difficultés familiales, si vous avez envie de parler de ce Noël, peut-être de ces retrouvailles en famille, eh bien vous pouvez m'appeler jusqu'à 1h. Asiba et Quentin se feront un plaisir de vous accueillir avec la complicité de Michael Sanchez qui réalise l'émission ce soir. Et puis bien évidemment, à tout moment, vous pouvez composer le 39 21 pour dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez aussi nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille tout de suite Micheline. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Micheline. Merci de m'avoir prise. Mais je vous en prie. Voilà, j'ai un petit souci qui m'a vraiment bouleversée un peu. Voilà, je vous explique la situation. J'ai mon fils qui a 54 ans, Oui. qui a divorcé une première fois. Oui. Et qui a eu 3 enfants, dont l'aîné qui a 26 ans maintenant, qui fait des grandes études, Oui. il veut être chirurgien, Oui. et les 2 autres, 2 jumeaux, mais qui ne travaillent pas très bien à l'école. Je le sais, c'est vrai. Eux, ils sont toujours contents d'eux. Voilà. Bon, sur ces entrefaites, mon fils a trouvé une autre jeune femme, il s'est remarié, il a 2 enfants. Bon, alors, le jour du réveillon, c'est-à-dire jeudi dernier, Oui. dans l'après-midi, elle m'a souhaité un joyeux Noël. Oui. Mais ça ne s'est pas terminé comme ça. Elle m'a déblatéré tout un tas de choses sur mon fils en disant qu'il donnait trop d'argent, que ça la faisait pas suer mais autre chose, que, enfin, vraiment des choses qui m'ont bouleversée. Alors je lui ai demandé, je dis quand même, vous n'allez pas divorcer encore une fois. Oh, elle m'a dit, on n'en est pas là, mais enfin, elle dit, voilà le terme, je m'excuse auprès des gens qui m'entendent. Elle m'a dit, on n'arrête pas de s'engueuler. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et Alors votre moi, fils était où à ce moment-là ? Pardon ? Votre fils était où à ce moment-là ? Alors, mon fils, celui-ci, là, n'habite pas à Orléans. Je suis d'Orléans, moi. Il habite à Lyon. Oui, mais il était bien avec vous le jour du réveillon. Non, il n'était pas avec moi. Il était chez lui. Chez lui, avec sa femme. Et puis, parce qu'il y avait un petit... ils ont 2 petits-enfants. Ah, c'était la... Attendez, mais j'ai pas bien compris. La jeune femme là qui s'est penchée auprès de vous de ses problèmes d'argent, c'était pas sa femme actuelle ? Si, c'est sa femme actuelle. Oui. C'est sa femme actuelle. Oui. Et il a 2 petits-enfants. Il a eu 2 petits-enfants avec elle, dont un qui était malade. Bon, ça arrive. Mais alors, elle m'a dit des choses, oui. Mais donc, il était où, lui, votre fils, quand elle vous racontait tout ça ? Je ne l'ai pas entendu. Alors, est-ce qu'elle était seule chez elle? Ah, c'était au téléphone qu'elle vous disait ça. C'est au téléphone qu'elle me disait ça. Ah, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il était avec elle? Je n'en sais rien, parce que lui n'est pas venu me souhaiter un joyeux Noël. Bon, mais ça, je le comprends bien.
Moi, je ne suis pas une maman, à être toujours derrière mes enfants. Alors là, pas du tout. Et justement, j'étais en train de m'apprêter pour aller faire un réveillon chez mon autre fils qui habite près d'Orléans, quoi. Et qu'est-ce qui vous a bouleversé? Eh bien, tout ce qu'elle m'a raconté sur mon fils qui donnait trop d'argent, que son ex-femme lui avait demandé 900 €. Mais c'est pas à vous qu'elle doit raconter ça, hein. Ça m'a bouleversée. Oui, mais ça je comprends parce que c'est vrai que vous n'y pouvez rien. Vous n'avez pas à intervenir dans leurs histoires de couple et dans les problèmes d'argent. Qu'elle prenne mal qu'il donne de l'argent à son ex-femme, à ses enfants. Bon, c'est une chose, mais elle n'a pas à venir se confier à vous parce que elle vous met dans une situation d'impuissance. Enfin, vous ne pouvez rien faire. Exactement. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Enfin, ça ne. Vous voyez, vous ne devriez même pas être au courant de ça. Voilà, exactement. Alors, elle avait besoin de parler, mais vous n'êtes pas la bonne interlocutrice. Ah non, pas à moi. Elle ne devait pas me raconter ça à moi. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je me suis retournée vers vous ce soir. Parce que vraiment, je ne peux pas parler à mon petit-fils qui a 26 ans, là. Non. Je ne peux pas parler aux jumeaux. Je ne peux pas parler à mon fils. Je ne peux parler à personne de ça. Oui. Alors, je suis vraiment, ça m'a bouleversée. Je le dis. Il faut vous apaiser, hein, Micheline. Je crois qu'ils sont suffisamment grands pour régler ça l'un et l'autre. Hein. Et la prochaine fois, si ça devait se reproduire, vous lui direz, écoutez, ça me gêne que vous me parliez de tout ça parce que je ne veux pas me mêler de vos problèmes de couple. C'est difficile pour moi. Je n'ai pas à intervenir. Vous devriez en parler directement à mon fils. Ils en parlent puisque... Oui, mais peu importe. Qu'elle comprenne que vous n'êtes pas là pour recevoir les confidences, quelles qu'elles soient. Et c'est ce que, quand je suis allée chez mon autre fils, donc pour faire réveillon, je leur ai dit, bien sûr, parce que quand ils m'ont vu arriver, j'étais complètement retournée. Alors, ils m'ont dit, c'est pas à toi de subir tout ça. Oui. Elle le garde pour elle. Et puis alors, tous les deux, ils se règlent ça entre eux. Exactement. Voilà. Exactement, parce que ça vous perturbe, vous avez peur, vous voyez, tout de suite, vous vous dites, oh là, peut-être qu'ils vont divorcer. Voilà. Bon, alors qu'en fait, elle vous l'a dit elle-même, ils n'en sont pas là, mais ça crée des tensions. Comme souvent, Micheline, vous savez bien que les nouvelles épouses ou les nouveaux époux acceptent mal qu'il y ait de l'argent versé pour les premiers. Voilà. Bon, en même temps, écoutez, il a des enfants d'un premier mariage, après tout, c'est normal qu'il s'en occupe, y compris financièrement. Après, qu'elle accepte mal, alors il faut peut-être revoir les sommes en jeu, mais ce n'est pas à vous d'intervenir dans tout ça, c'est à lui qu'elle doit en parler. C'est ça, c'est pas à moi qu'elle doit... Non. Finalement, elle me rend malade, à me dire tout ça, c'est vrai, et ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce que il a eu, quand il a divorcé de sa première femme, le juge a statué sur la pension alimentaire qu'il devait donner à ses enfants. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc vous lui direz la prochaine fois, vous pouvez lui dire, vous savez, moi je suis pas la mieux placée pour vous donner des conseils parce que évidemment je ne suis pas neutre dans l'histoire et ça me perturbe après. Je me fais du souci. C'est vrai. Donc je préfère que les difficultés vous en parliez entre vous. Moi je ne suis pas la mieux placée pour vous conseiller. Qu'elle comprenne que vous voulez mettre un terme à ces confidences. Que voulez-vous que je lui dise, moi? Mais rien. Je ne peux rien dire. Non. Et puis, c'est pas dans ma nature de me mêler des affaires de mes enfants. Ils se débrouillent comme ils veulent. Exact. Ce n'est pas dans ma nature. Et c'est très bien, comme ça. Ah oui, moi, j'ai toujours été comme ça. Mais alors là, ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment bouleversée. Ça vous a contrarié. Alors, c'est pour ça que je me suis permise de vous appeler, Caroline, parce que je vous écoute tous les soirs. Vous avez bien fait. Je dis, peut-être qu'en parlant comme ça va me faire du bien.
Oui, mais il faut pas vous mettre dans cet état, hein, Micheline. C'est vrai que vous n'avez plus. Elle s'est pas rendue compte je pense, de la portée à quel point ça vous angoissait tout ça. Mais enfin, bon. Je ne sais pas. À votre âge, en plus, elle n'a pas à vous... Et puis, quel que soit d'ailleurs votre âge, mais elle n'a pas à vous angoisser avec tout ça. Elle ne vous ferait pas des confidences sur leur vie sexuelle. Elle n'a pas à vous parler de la même façon de leurs problèmes d'argent, enfin de leurs problèmes qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas qu'ils donnent de l'argent à son ex-femme et à leurs enfants. Oui. Ils sont suffisamment grands pour régler ça entre eux et qu'ils vous laissent en dehors de tout ça. Vous le dites gentiment, hein, Micheline, pour ne pas vous fâcher avec elle, mais fermement. Hein, vous lui dites, moi vous lui dites, je sais pas si vous voyez ou vous la tutoyez, que vous l'appréciez. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup et j'aimerais beaucoup mais je suis pas bien placée pour te conseiller. Voilà. Mais ce qui me tracasse aussi, c'est qu'elle m'a dit que son ex-femme lui avait demandé 900 €. Pourquoi? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que c'est ça qui me... Peu importe, écoutez, ça c'est... Peu importe. Oui, après tout. Après tout, hein. Oui. Écoutez, il a eu 3 enfants avec elle, hein, donc 3 enfants, bon. Mais elle n'a pas à lui demander de l'argent, lui. Écoutez, ça c'est leurs histoires. Oui. Hein, il peut refuser. Oui. Si il lui donne cet argent, c'est qu'il estime peut-être que voilà, il peut lui donner et que voilà, c'est un arrangement entre eux. Bon, ne vous mêlez pas de ça. Ils ont 2 très bonnes situations. Ils sont pas sur la paille. Mon fils est ingénieur, elle aussi. Bon, alors écoutez. Ils ont de bonnes situations. Hein. J'ai pas à m'en faire pour eux. Non. Mais voilà, c'est ces histoires-là. Moi, la prochaine fois, je vais lui dire, comme vous me dites, gentiment. Oui, gentiment, mais fermement. Écoutez, ne me parlez plus de vos affaires personnelles. Ça ne me regarde pas. Voilà. Et puis c'est tout. Un point, c'est tout. Parce que moi, ça me rend malade, ça me bouleverse. Oui. Et ça, c'est vrai. Hein. Mais j'entends bien. J'entends bien. Oh là là. Donc c'est important de ne pas vous sentir... vous sentir que ça vous perturbe autant. Surtout que elle s'est soulagée comme ça en vous le disant. Exactement. Elle allait mieux après et puis c'est vous qui après vous rendez malade. Voilà, exactement. Bon. Exactement, c'est soulagée en me disant tout ça et puis elle se rend pas compte que moi et ça vous, me rend malade. Voilà, vous êtes seule et après vous ressassez, vous ruminez tout ça. Hein, je suis seule. Donc ça va pas. J'ai perdu mon mari. Oui. Et tout ça, moi, ces histoires-là... Ne vous préoccupez pas de ça. C'est que des problèmes là d'argent avec l'ex-femme et ils ne sont pas sur la paille l'un et l'autre. Ils ont une bonne situation. C'est un peu des histoires de rivalité. Voilà, ils vont arriver à régler ça. Hein. C'est pas... Vous savez, tant qu'il n'y a pas de problème de santé, de problème d'argent grave, il n'y a pas lieu de se faire de soucis, Micheline. Ah là là. Il faut que vous vous apaisiez là. Mais oui. Vraiment. Oh. Et la prochaine fois, vous lui dites tranquillement. Voilà, hein? Voilà. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Au revoir, allez, Micheline. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Hein. Au revoir, Micheline. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, vous aviez appelé, je crois, début septembre. Oui, voilà. Vous aviez rencontré un homme à ce moment-là? Oui, dans le sud-ouest. Du sud-ouest, une petite annonce, et puis voilà, quoi. Et je l'avais rencontré en août, je vous avais expliqué que j'avais passé 3 semaines. Formidable. Oui. Et puis, il s'était juré de revenir pour Noël. Il m'avait promis. Et il est revenu. Il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse. Bon, vous ne vous étiez pas revenu depuis le mois d'août? Non. Il avait, souvenez-vous, il avait 4 vaches et 18 chats, une vingtaine de chats. Ah, mais je me souviens très bien. Oui, parce que je me disais c'était un changement complet de vie pour vous. Voilà, c'est ça. La vie rurale comme ça, dans une ferme. Je vous disais, vous n'aviez jamais, vous, vécu dans une ferme? Ah non, moi je suis en ville.
Non, je suis en ville, mais il avait promis on s'était promis de se revoir. Je lui avais dit de venir me voir ici, dans le nord de la France, et il est venu. Et il est là. Il est auprès de vous? Il est là, pas loin de moi, oui. Je me suis éloignée de lui parce que avec le téléphone, mais sinon, si, il est là. Oui, c'est à cette occasion que j'avais parlé d'un livre d'ailleurs dont j'ai plus le titre en tête, mais où justement ça s'appelle l'annonce aussi. Ça partait d'une annonce comme ça, une jeune femme qui répondait à une annonce, qui habitait aussi en ville et qui allait vivre dans le Cantal. Voilà. Et alors vous aviez répondu aussi à une annonce. Vous l'aviez, c'est vous qui l'aviez écrite cette annonce. Je me souviens plus très bien. C'était lui. Oui. Et puis voilà, et puis il habite quand même à 1300 km d'ici, quoi. Oui. De moi. Oui, puis il peut pas partir comme ça avec non, ses il peut bêtes. Pas abandonner. Il a pas plus beaucoup de bêtes puisqu'il a 60 ans, qu'il est à la retraite maintenant. Mais il a laissé ses animaux au bon soin de ses amis et voisins. Et voilà, quoi. Et puis il est monté. 18 chats. Oui. C'est incroyable, ça. Oui. Jacques Dutronc n'a qu'à bien se tenir, hein. Lui qui en a, je sais plus combien. Oui, je pense aussi, oui. Voilà. Et alors, il est là, il va rester combien de jours auprès de vous? Il repart le 2. Et oui, parce que ses amis sont gentils, mais enfin, ils peuvent pas. Mais puis moi, je suis encore en activité, hein, Caroline. Oui. Moi, je reprends le travail lundi. Hein. Oui. Voilà, et je le vois pas rester seul ici, quoi. Non, mais c'est vrai que je suis en appartement, mais c'est très 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 clair. Hein, je suis en dehors de la ville. Hein, donc ça va, il s'habitue bien. Mais est-ce qu'il s'y fait lui à l'appartement, parce que oui. Il tourne pas en rond? Non, ça va. Oh, mais je le sors. Hein. Bon. Je reçois un petit SMS là au 7 21 21 code nuit de Sandrine qui dit: quel bonheur, un homme qui tient ses promesses. Ça existe, hein, heureusement. Ah, ça existe, oui. Oui, non, mais c'est une belle histoire. J'avais témoigné parce que pour les gens qui sont seuls et qui désespèrent de l'être, lui, c'est pareil. Il était célibataire, il était seul et puis voilà, quand on s'est trouvés et puis on va plus se lâcher maintenant, quoi. Vous étiez très confiante, hein, vous? Ah, j'étais confiante, oui. En partant. Moins que lui, parce que lui se demandait si j'allais m'habituer là-bas, quoi. Et puis, je me suis très bien habituée, puisque j'avais l'impression que j'habitais là, quoi. Oui, vous vous êtes sentie tout de suite chez vous. Ah, tout à fait, oui, absolument, oui. Et puis, avec quelqu'un d'aussi gentil et chaleureux, comment ne pas se sentir chez soi. J'ai tellement été bien accueillie que... Par lui et par ses amis, d'ailleurs, hein, parce que comme il n'a plus quasiment pas de famille... Par contre, il a fait la connaissance de toute la mienne de famille ici. Vous l'avez présenté à votre famille? Ah, tout le monde, oui. Et alors, ils sont sous le charme aussi? Parfait. Oui. Parfait. Là, on rentre. Je suis allée dîner chez ma sœur aînée. On a réveillonné jeudi soir chez une de mes nièces avec ma sœur aînée, son mari, ma plus jeune sœur, son mari, mes nièces, mes neveux et puis les petits neveux. Voilà. Et puis le jour de Noël, nous sommes allés chez maman. Hier, nous sommes allés manger chez ma filleule, encore une de mes nièces. Mercredi, je vais prendre l'apéritif chez une amie. Enfin, voilà, quoi. Ah oui, dites-moi, pour lui, ça devait pas être simple, hein, de rencontrer comme ça toute votre famille, vos amis. Non, il n'a pas eu l'impression de passer un examen, non? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Ah non. Non, il a été bien accueilli. Ah, tout à fait bien intégré à tout le monde. Tout le monde l'a mis à l'aise. Comment vous envisagez l'avenir, alors, vous, travaillant moi, de et toute lui façon, j'ai encore 2 ans à peu près à travailler. Oui. Et puis après, je m'en vais. Ah, vous allez vivre là-bas? Oui. Ah oui, c'est le paradis là-bas. Alors, c'est où là-bas exactement? C'est le sud-ouest. On est à 1 heure de l'Espagne. Ah oui, d'accord. Voilà. Et moi, je suis tout en haut, dans la région de Lille. Oui, vous allez vraiment partir. Ah oui. Oui, le train. Oui. Vous y allez. Vous y étiez allé en train? Vous aviez pris quoi? En train, oui, le TGV. Oui. Ah, le TGV, oui. Vous aviez pris. Le TGV, oui. Oui, on va y a une ligne directe. Il y a un direct Lille-Toulouse. Il n'y a pas de souci, quoi.
Il y a Marie-Claude qui envoie un petit SMS en disant « Il est venu, formidable, comme quoi, parole de Gascon. » Il y a Sandrine qui renvoie un message en disant « Ce monsieur a-t-il un frère? Si oui, je suis intéressée. » Ce sont des hommes de parole. Non, il est fils unique, hélas. Et il y a Sergio qui dit « Mais chère Sandrine, il y a des hommes qui tiennent leurs promesses, je vous le promets. » Et Sergio qui dit « Je me souviens de cette belle histoire et qui est très heureux pour vous que ça marche. Ça fait chaud au cœur d'entendre des belles histoires. » Il y a quelqu'un qui demande si vous allez vous marier. Vous voyez, ça y est, ils vont très vite les auditeurs. Écoutez, je vais lui poser la question tout à l'heure. Vous allez le demander en mariage. Peut-être. Et c'est comme quoi, hein, vous avez répondu à une annonce. Et qu'est-ce qui vous avait attiré dans cette annonce au départ? Qu'il soit loin. Qu'il soit loin. Oui, parce que j'avais plus confiance. Et alors vous vous êtes dit, vous n'aviez plus confiance. Vous savez, j'étais seule depuis 10 ans presque. Ouais. Alors, puis pas envie de trouver quelqu'un. Prêt. Non, pas envie d'avoir quelqu'un dans les jambes, quoi. Oui, finalement, vous mettiez un obstacle, hein, c'est ça, je me souviens, on en avait parlé. Oui. Vous étiez dit, au fond, vous répondiez, mais vous étiez très ambivalente. Voilà, oui, je me disais, tiens, c'est pas demain qu'il va venir me casser les pieds, lui. Donc voilà, quoi. Oui, vous tentiez quelque chose, mais avec, vous faisiez un pas en avant et 3 en arrière. Voilà, j'avais envie d'une relation avec quelqu'un, une relation amicale dans un premier temps, et puis pouvoir discuter avec quelqu'un, voir un peu où ça menait, et puis on verra, quoi. Et lui, pourquoi avait-il passé cette annonce? Qu'est-ce qu'il... Bonne question. Vous ne lui avez pas... Bonne question. Oui. Je crois que c'était un peu comme moi. C'est quelqu'un qui aime écrire et qui aime parler et qui en avait marre de la solitude. Il vivait seul depuis longtemps aussi Depuis quelques années, oui. Et puis comme c'est quelqu'un comme relativement discret et timide, c'était pas évident, quoi. Ouais. Pour lui, quoi. Oui, vous disiez c'est assez isolé, c'est pas évident de faire des rencontres. Puis c'est quelqu'un qui sortait très peu. Quasiment pas, quoi. Alors que, pendant ces 3 semaines où nous avons été ensemble, c'était une évidence. Quand je l'ai trouvé, c'était une évidence. Quand je l'ai retrouvé, il est venu me chercher à la gare. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était une évidence. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est à partir d'une annonce comme ça. Je lui ai dit au bout de même pas un quart d'heure, une demi-heure où nous étions ensemble, je savais que je m'étais pas trompée. Et il avait reçu plusieurs lettres? Non. Non, c'était vous deviez... Vous savez, le milieu agricole, ça fait peur. Oui, ça peut freiner beaucoup de femmes, oui. D'ailleurs, dans son entourage, j'ai eu l'occasion d'en voir pendant le mois d'août, il y a énormément de célibataires, quoi. Énormément de célibataires parce que leur travail est tellement prenant que ils n'ont pas de... Ils n'intéressent personne, on va dire, entre guillemets. Oui. Ils n'intéressent pas les... Ils n'intéressent pas grand monde. Il y a beaucoup de femmes qui ont un peu peur, quoi. Oui. Oui, et pourtant, il ne cherchait pas quelqu'un pour l'aider à partager les travaux. Enfin, c'est pas... à ce niveau-là, il a sa propre autonomie et puis c'est pas... Non. C'est pas du tout... Non, justement, on a regardé ensemble le film... Je vous trouve très beau. Oui, voilà, on l'a regardé. Isabelle Mergo, où au départ, Michel Blanc, qui joue le rôle de l'agriculteur, il cherche au départ, il cherche des mains, c'est ça pour... Mais au départ du film, justement, il me disait que c'était très caricatural. Et en définitive, quand on arrive vers la fin, c'est comme une belle histoire, quoi. Là, c'est plus le bonheur est dans le pré. Mais il n'y a pas de cadavre dans le puits, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est une belle histoire aussi. Et puis quand ça doit arriver, ça arrive, quoi. On dit ça. Sandrine dit quand le soleil du sud-ouest rencontre la chaleur du nord. Allô ? Sandrine dit quand le soleil du sud-ouest rencontre la chaleur du nord. C'est vrai. C'est vrai parce que je crois qu'il a été très surpris de l'accueil que tout le monde lui a réservé chez nous. Ah oui. Tout le monde l'a accueilli comme... sans aucune curiosité. Est-ce que les chats vont vous accueillir aussi bien ? Les chats m'ont accueilli. Ils vous ont bien accueilli ?
Sur les 18, il y en aura bien quelques-uns. Non. Ah oui, il y en a quelques-uns. Par contre, je vous dirais que le mien... Vous en avez un, vous? Oui, j'en ai un, moi. Oh là là, il va être terrorisé de se retrouver dans cette meute, tribu, je sais pas comment on dit. Je ne sais pas, on verra ce que vous ça l'aviez donnera. pas amené la dernière fois? Ah non. Oh, peut-être il va se faire des copains et des copines. Non. Mais vous savez, le mien est quelqu'un de très très sauvage. Oui, mais les chats ils se font leur territoire. Par contre, avec mon ami, quand il est arrivé, il l'a adopté immédiatement. Ah, c'est un signe. Immédiatement. C'est un signe, oui. Ouais. Ce soir, nous sommes rentrés, là, il était 22h30. Eh bien, il allait de lui à moi, de moi à lui. Oui. Oui, voilà. Oui, mais il n'imagine pas qu'il y en a 18 qui l'attendent là-bas. Ça, c'est sûr. Oh, il va s'entendre avec certains, pas avec d'autres. Mais les chats se débrouillent très bien. Ils se font des coins à eux. Hein. Oui, mais je ne sais pas. Le pauvre, il est en appartement depuis qu'il est là. Ça va lui changer la vie. Hein. Je ne sais pas s'il a vu notre chat depuis. Oui, il va être un peu perturbé au départ, mais bon. Oui, mais bon. À mon avis, il va s'y faire. Pouvoir sortir dehors, il va apprécier, je crois. Oui, ça devrait aller. Il a peut-être jamais croisé une souris de sa vie. Sûrement pas, non. Là, il va être heureux. Hein. Une mécanique, peut-être, c'est tout. Bon, mais Coco dit c'est une bien jolie histoire et merci de la partager avec nous. C'est vrai que ça fait du bien. Écoutez, non, je vous avais promis, Caroline. Oui, mais c'est adorable d'avoir vous aussi tenu votre parole parce que c'est vrai que parfois on entend plus souvent forcément des histoires qui se passent mal. Donc cette histoire a tellement changé ma vie et la sienne. Oui, c'est formidable, oui. Je disais, c'est un message d'espoir pour toutes les gens qui sont seuls. Simplement, c'est ça que c'est ce message-là que je veux faire passer. Justement, là, il y a un message qui arrive par SMS qui dit vraiment belle histoire que celle de Patricia, souhait identique pour 2010 à tous les auditeurs qui sont seuls. Oui, on aimerait bien, oui. Je sens qu'il y en a là qui vont éplucher les petites annonces. Hein. Mais peut-être qu'il va y avoir. Oui. Vous savez, je ne cherchais rien. Mais j'ai une formule qui dit c'est pas parce qu'on ne cherche pas qu'on ne trouve pas. C'est pas parce qu'on ne cherche pas qu'on ne trouve pas. Voilà. Ouais, on peut, oui. On ne cherche rien, mais c'est pas parce qu'on ne cherche pas qu'on n'est pas capable de trouver quelque chose. Ah oui, enfin vous avez quand même été assez active. Oui, c'est sûr. Mais, vous avez quand même répondu. Ça veut dire que vous avez fait une lettre. Et toujours avec la réserve. Hein. Ah ben ça j'ai bien vu. Vous avez été chercher un peu loin, ça c'est sûr. Voilà. Mais en même temps dans une distance raisonnable, vous n'êtes pas allé raisonnable, oui. Non. Mais en vous disant il viendra pas vous casser les pieds. Voilà. Je vais pas le voir débarquer demain, quoi. Non, mais à Noël. Mais Noël. Mais c'est moi qui ai débarqué. Hein. C'est moi qui ai débarqué au mois d'août. Et voilà, en fait, ça se passe très bien. Bon, mais c'est vraiment... Ah oui, et puis, j'ai encore ma maman. Ma maman, elle adore. Mais franchement, ils s'entendent merveilleusement bien. Ah oui. Il y a Christiane qui est avec nous au 39-21. Je vous propose qu'on l'accueille. Vous avez un peu de temps? Il ne sera pas fâché si vous le laissez un peu seul? Ah non. Non? Il vous écoute? Il écoute, je pense, oui. Quel est son prénom? Il s'appelle Jean. Jean? Oui. Jean, c'est un beau prénom. On lui fait toutes nos amitiés, Jean. On accueille Christiane, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline, quel plaisir de vous entendre. Merci. Vous êtes tellement sympathique. Je suis une fidèle auditrice. Et croyez-moi, j'en passe des nuits. Vous avez un accent d'où, vous, Christiane Je suis ravie d'entendre cette personne, de dire que cet homme a été si honnête et qu'elle a eu de la chance par une annonce de rencontrer un homme si bien, si gentil, d'après ce que j'entends. Un homme amoureux, surtout. Amoureux, voilà. Et puis qui a été honnête. Oui, quelqu'un de bien, de droit. Je suis heureuse pour cette personne, croyez-moi. Elle vous écoute, Patricia, vous pouvez lui parler. Ah oui, ça n'a pas été mon cas, croyez-moi. Non, mais, bon. Hélas. J'ai eu affaire à un bonhomme qui m'a gâché 7 ans de ma vie. Au bout de 7 ans, il m'a quitté comme un chiffon. Ça peut arriver malheureusement, Christiane, vous savez. Ah oui. Vous savez, Patricia nous disait elle-même qu'elle était très déçue. Voilà. Mais moi, je m'excuse, mais moi, ça a duré 8 ans. 8 ans.
Jusqu'à 2000, de 92 à 2000, ça a duré 8 ans avec moi. Et moi aussi. J'ai donné 8 ans de ma vie. 7 ans, mais comme moi. 7 ans, madame. Croyez-moi, 7 ans. Et après, vous voyez, on vous laisse tomber sans savoir ni le pourquoi, ni le comment. C'est pour ça que je n'ai plus confiance aux hommes. C'est malheureux de parler comme ça. Hein. Parce qu'il y a encore, je vois des personnes qui sont sympathiques, des braves hommes. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Mais c'est important, ça montre que bon, on a tous à un moment, on peut tous avoir été blessés par quelqu'un. Ah oui. Maintenant, de là à dire qu'on ne peut plus faire confiance aux femmes ou aux hommes, attention, parce que on peut ne pas faire confiance à une personne, avoir été très déçue, très abîmée par une histoire. Oui. Pour autant, le plus gros risque, c'est de se replier complètement dans sa tour d'ivoire et de ne plus rien vivre, finalement. C'est ça qui est triste. Vous savez, parce que c'est ce qu'il y a de beau dans l'histoire de Patricia, c'est qu'à un moment, elle s'est dit évidemment, je peux me dire voilà, je suis déçue et je ne vis plus rien, je reste là, et puis à un moment, elle se dit, je vais répondre à une annonce, et bon, cette annonce l'a menée à Jean. Hein. C'est magnifique. Caroline, je voudrais dire que j'ai pris le temps de le connaître. J'ai pris aussi, le temps. Ça a duré très longtemps. Plus d'1 année. Vous avez correspondu. Avant, et on s'est téléphoné, parlé. Vous savez, quand on se parle au téléphone, il n'y a pas de problème. Hein. Si les gens sont honnêtes et droits, s'ils ne le sont pas, plutôt, on le sent. On le sent. On le sent. Exactement, on le sent. On le sent s'ils ne sont pas. Et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Quand on a été déçu, comme moi je l'étais, il faut prendre son temps. Ça, je suis bien d'accord. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas se lancer comme ça pour dire d'avoir quelqu'un dans sa vie parce qu'on en a marre de la solitude. C'est pas vrai. C'est pas bon. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Mais maintenant, moi, je suis sûre de lui. Il est sûr de moi et il n'y a plus de problème. Et pourtant, les dernières années, j'ai passé des Noëls épouvantables. À qui vous le dites, madame? J'ai passé des Noëls épouvantables. Même quand j'étais encore avec mon ex, mon dernier Noël en 99 a été épouvantable. Mais cauchemardesque. Il était encore avec moi pourtant. C'était cauchemardesque. Ouais. Le Noël que j'ai passé seule l'année suivante, j'ai passé toute seule, mais j'ai passé un très bon Noël parce que l'esprit libre. Eh oui. Voilà. C'est très beau d'entendre une si belle histoire. Oui, ça fait du bien. Donc, il y a d'ailleurs Poupik qui dit moi, dès demain, je vais zioter toutes les petites annonces. Ah oui, alors moi aussi. Moi qui me suis refermée sur moi-même, ça fait 12 ans. Je me dis, il faut pas. Et Romain dit, mais attention, vous savez, tous les hommes sont différents. Il faut toujours laisser une chance. Et c'est bon, il y a toujours une possibilité, ça peut arriver à tout âge, hein, Christiane. Donc après, l'important c'est de aussi rester malgré un moment de se dire oui, j'ai été blessée et j'ai accordé ma confiance à quelqu'un et puis cette personne m'a fait du mal, mais de garder quand même cette ouverture. Pouvoir y croire, et comme le dit Patricia, c'est-à-dire de rester quand même prudente, mais prudente, ça veut pas dire être complètement fermée, prendre son temps. Moi, je me suis renfermée sur moi-même. Oui. Alors, il peut rien se passer dans ces cas-là. Eh oui, alors je sors plus, je reste. On va pas venir toquer à votre porte. Donc peut-être que pour l'année qui vient, c'est essayer de commencer c'est tout le mal que je vous souhaite. À sortir un petit peu, à faire des choses, à regarder autour de vous. Je sors beaucoup. Je vais vous dire, je fais du sport, je fais du yoga, je sors beaucoup. Hein. Je suis à Nice, vous savez. Bon, on a quand même un bon climat. Je fais même de la montagne, je vais en montagne. Mais bon, après, hop, le week-end arrive, je me sens seule.
Voilà. Regardez un message de David qui dit « J'ai 37 ans, je mets un point d'honneur à respecter ma femme, à l'aimer. Ça dure depuis 17 ans et pourtant je suis bien un homme, dit David. » Oui, Donc, je sais, moi j'ai mon fils qui rend heureux sa femme aussi. Hein. Bon, alors il y a certainement un homme quelque part qui est là et qui pourra vous aimer, hein, comme vous avez ce désir d'être aimé. Il faut garder espoir, Christiane. Vous savez, d'avoir un compagnon, vous savez, j'ai passé la Noël toute seule. Et croyez-moi... Vous n'étiez pas avec votre fils ? Ben, mon fils est au Canada, mes enfants sont au Canada. Alors, j'étais c'est un peu difficile. Pas de famille. Oui. Eh ben, croyez-moi que... Oui, et avec des amis, peut-être ? Non, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'aviez pas envie. Oui, mais peut-être que là, ça, c'est important aussi plutôt que de rester dans son coin comme ça, toute triste, de se dire, bon, allez, je vais partager un petit moment avec des amis, un repas, et du coup, même si au départ, ça vous coûte, vous n'avez pas envie de vous habiller, et puis ce moment passé, vous rentrez chez vous, c'est un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures, où vous vous êtes dit, voilà, j'ai partagé quelque chose, même si c'était pas avec un homme, mais avec des gens que vous aimez bien et qui vous aiment bien. Ça fait 2 ans. Par moment, c'est important. Il faut aussi, Christiane, à un moment, c'est vrai qu'au départ, ça demande de se pousser un peu. C'est important, parce que sinon, on s'enferme de plus en plus dans quelque chose d'un peu noir, d'un peu négatif. C'est ce que je fais, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Eh ben oui, mais il va falloir un peu se booster. Il faut se lancer quand même. Il faut se lancer. Merci en tout cas, Patricia. On vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de belles choses pour cette année qui s'annonce là, belle pour vous et pour Jean. Et merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous rappeler parce que ça nous a fait beaucoup de bien de vous entendre. Je vais le rejoindre, j'ai une question à lui poser. Oui. Je suis sûre qu'il est dans notre pièce. Choisissez bien le bijoutier, hein. Oui, il n'y a pas de problème. Ah ben, on l'a déjà. Je vous embrasse. On l'a déjà. Allez, merci, moi. Au revoir, Patricia. Au revoir. Au revoir, Christiane, et prenez soin de vous, hein. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Message, ça a donné une idée, l'histoire de Patricia à Jean-Marie, qui est un fidèle de l'émission et qui envoie un petit SMS en disant « J'aime ma femme de plus en plus en vieillissant. On va avoir 45 ans de mariage et elle est toujours aussi adorable. » Inès nous dit peut-être que les relations qui nous abîment nous préparent à vivre quelque chose de mieux, car ce qui nous abîme en nous était justement à éliminer. C'est vrai que ça peut toucher justement des points fragiles de notre personnalité. Si on travaille sur ces parts fragiles de nous-mêmes, ça peut nous permettre effectivement d'avancer et d'évoluer. Et puis un autre message qui me demande si l'émission aura lieu le jour de l'an. Oui, bien sûr, nous serons là le 31 en direct dès 23h, de 23h à 1h. Nous serons là et si vous n'avez rien prévu pour cette soirée du 31, vous pourrez, nous nous ferons une joie de la passer en votre compagnie. On accueille tout de suite Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Isabelle. Merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Merci pour la qualité de votre écoute. Merci. Voilà. Je suis passée vendredi brièvement et nous avons été coupés avec Caroline. Oui, vous êtes passé avec Caroline Veil, c'est ce que m'a dit Quentin. Et vous avez il y a eu un problème de téléphone et vous n'avez pas pu poursuivre votre échange. Donc je disais donc que j'ai 44 ans et depuis 29 ans, je fais une anorexie mentale. Depuis l'âge de vos 29 ans ou depuis l'âge de mes 15 ans, depuis l'âge de vos 15 ans mentale et j'ai 44 ans. Oui. Et là, il y a 3 ans, je pesais 29 kilos et là, à présent, je pèse 45 kilos. Et j'ai réussi à prendre mes kilos toute seule sans être hospitalisée avec l'aide d'une diététicienne. D'accord. Oui. Donc, depuis combien de temps vous avez repris comme ça du poids ? 1 an. 1 an. Il y a 1 an. Quel a été le déclic Je souffrais terriblement physiquement. Oui. J'avais des lésions au niveau des tendons.
Oui. Au niveau de l'aponévrose également. Et j'avais les os de mes plis qui se cassaient. Je fais l'ostéoporose. Oui, bah oui. Oui. Et donc, je devais être hospitalisée. Et je voulais pas être hospitalisée parce qu'à chaque fois, c'était mal passé. On m'avait enfermée en cellule avec même pas un livre, même pas un crayon, enfin rien du tout. Oui, ce qui se fait en cas extrême, oui. J'avais vraiment été traumatisée par les hospitalisations précédentes. Et là, je souffrais trop physiquement. Et donc, un mardi, je me souviens, je suis sortie de chez ma diététicienne. Je suis allée faire des courses et mon panier ne ressemblait plus du tout au panier des semaines précédentes. Il n'y avait plus de 0%, mais du 20% ou du 40% dans mes produits laitiers, par exemple. Oui. J'ai fait du phare, j'ai fait du riz au lait, j'ai fait de la semoule au lait. J'ai commencé à manger des choses plus consistantes. Mais j'ai toujours... j'ai certains aliments toujours que je bannis de mon alimentation, comme la viande, par exemple. Oui, ça passe pas. Vous faites beaucoup de laitage. Voilà. Et je n'ai pas encore... quand je m'interroge sur moi-même, quand je fais mon travail par rapport à mon anorexie, je me dis que j'ai réussi à reprendre mes kilos, c'est une victoire, et après à peu près autant d'années, mais je n'ai pas une attitude spontanée envers la nourriture. Oui, mais ça peut pas se faire, oui. Si dans la journée j'ai envie d'un aliment quelconque, je vais pas le prendre. Oui. C'est en dehors de mes prises de repas, parce que j'ai des repas avec des collations. C'est-à-dire que vous avez des repas et vous prenez une collation. Je prends plusieurs collations. Je prends au moins 4 collations en plus de mes 2 repas. D'accord. Voilà. Ouais. Mais ma maladie a affecté, m'a fait perdre mon emploi. Elle m'a rendu malade. Qu'est-ce que vous faisiez ? Éducatrice spécialisée. Oui, vous travaillez avec auprès de quels... Des handicapés moteurs, mentaux et lourds. Oui, en plus. Voilà, donc... vous étiez trop épuisée. Voilà, mes os se cassaient. Mes os se cassaient. Et je me suis retrouvée 8 mois en fauteuil roulant, 2 ans en béquille et 1 an en canne quand même. Et ça m'a plongée aussi dans une énorme solitude affective. J'ai perdu mes amis. En fait, quand on fait une anorexie mentale, on vit dans sa bulle, en fait. Oui. On n'a pas besoin du contact de l'extérieur. Et maintenant que je vais mieux, je ressens un besoin, en fait, un besoin d'échange, de retour, en fait, et de convivialité. Que j'ai banni pendant 29 ans. Pendant 29 ans, j'ai vécu dans ma bulle. Oui, donc il y a au-delà... C'est pas seulement dans le rapport, le fait de reprendre du poids, mais il y a quelque chose qui s'est passé, aussi un bouleversement sur le plan quand même relationnel. Il y a quelque chose de profond là. Cette prise de poids finalement est le symptôme d'autre chose, d'un mieux-être. Oui, exactement. Puisqu'au fond, vous ressentez le besoin d'aller de nouveau vers les autres. Vous avez fait éclater la bulle. Oui, voilà. Exactement. Parallèlement à la diététicienne, vous êtes suivie par d'autres professionnels. Je suis suivie par une psychiatre. D'accord. Mais elle me dit qu'elle n'arrive pas à travailler avec moi. Et lorsque je lui demande pourquoi, elle me dit que je n'arrive pas à me dévoiler. En fait, je parle de la vie quotidienne, mais j'arrive pas vraiment à me dévoiler comme elle voudrait que je me dévoile. Vous travaillez avec elle depuis combien de temps ? Depuis le décès de mon père, ça va faire 8 ans. 8 ans. Mais c'est pas elle qui m'aura plus aidé à reprendre du poids, c'est plutôt ma diététicienne, en qui j'avais confiance, vous voyez. Oui. Qui savait me mettre qui a su de nouveau, parce que j'avais perdu, comme je ne mangeais plus du tout, je n'avais plus de repères. Et la diététicienne m'a permis de me redonner des repères dans la journée. Mais mes seuls repères, c'était mes animaux. Comme j'ai des animaux à la maison, je savais qu'à ces heures-là, je devais leur donner à manger. Oui. Et moi, je m'oubliais à côté. Qu'est-ce que vous avez comme animaux ? Alors, j'ai 2 chattes. D'accord. Elles vous réclamaient à des heures précises ? Je donnais spontanément. Je donnais le matin, me levant. Dès que je me levais le matin, je leur donnais leurs croquettes. Oui, donc elles vous réclamaient quand vous leviez. Oui. Et vous leur donniez une fois par jour ?
2 fois par jour. 2 fois par jour. Oui, donc vous les nourrissiez. Comment? C'est même un peu trop parce qu'il y en a une qui a grossi. Oui, vous les nourrissiez bien, elle. Comment? Vous les nourrissiez bien, elle. Ah oui, parfaitement. Je n'oubliais pas. C'était le point de repère dans la journée, d'ailleurs. Et cette diététicienne, vous aviez une grande confiance en elle? Énormément. Oui. Les yeux fermés, quoi. Elle travaillait, elle travaillait beaucoup avec des personnes anorexiques ou... Non. Non. C'est la première fois. C'est la première fois. Avec elle, vous pouviez vous ouvrir davantage, parler d'autre chose que d'alimentation, de poids ou pas? Oui, si. Oui. 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 Et par exemple, elle me demandait si mon blocage alimentaire ne venait pas du fait que j'avais des souvenirs de mon enfance, puisque j'étais victime d'inceste. Et j'ai éliminé ça de ma tête. Maintenant, j'ai pardonné à mon père. J'ai fait une croix sur ça maintenant. C'est fini. Et ma diététicienne se demandait à un moment donné si c'était pas toujours ça qui m'empêchait, en fait, d'avancer dans la vie. Et je lui ai dit, non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est le fait que ça fait trop longtemps que je suis ancrée dans cette maladie et il y a des barreaux que j'arrive pas à ouvrir, en fait. Et donc, j'allais la voir tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on me pesait. Et soit je me maigrissais, soit je prenais pas de poids. Et puis tous les 15 jours, on continue à me voir. Et je lui suis énormément gré de m'avoir fait confiance parce que c'est pas évident pour elle de voir, c'était comme une défaite un petit peu aussi pour elle. Pendant 3 ans, j'allais la voir tous les 15 jours, mais je maigrissais, quoi. Alors que le but n'était pas là. Vous ne vouliez pas la décevoir? Ah non, voilà. Ça me faisait de la peine. Elle a quel âge? Elle est plus âgée que vous, plus jeune? Oui, elle est plus jeune que moi. Elle est plus jeune que vous? Elle doit avoir dans la trentaine à peu près. Et votre... Une personne qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est ma mère. Oui. Pourtant, au moment de l'adolescence, il y a eu plusieurs années où on était séparés parce qu'il y avait trop de conflits par rapport à mon anorexie. Elle ne supportait pas, en fait, à cette époque-là, on ne parlait pas d'anorexie mentale, on ne savait pas ce que c'était. Et donc, on savait quand même, hein. Vous avez 44 ans. En 81, on n'en parlait pas autant. On n'en parlait pas autant, mais on savait ce que c'était, hein. Oui. On en parlait moins qu'aujourd'hui dans les médias, mais les spécialistes savaient ce que c'était, hein. On nous a un petit peu lâchés dans la nature, je dirais. Peut-être, vous voulez dire, vous avez raison, les parents étaient beaucoup moins informés, ça c'est vrai. Exactement. Oui, c'est vrai. Donc on était en conflit parce que pour elle, maintenant avec le recul, je me rends compte que ça devait énormément la faire souffrir de voir que son enfant ne s'alimentait pas, quoi. Et puis de voir que j'étais si maigre. Je superposais mes vêtements pour pas qu'on voit mes maigreur, en fait. Oui. Est-ce qu'elle était au courant de votre inceste? Oui, c'est arrivé bizarrement. Mon père me faisait très peur et il me disait que si je disais à ma mère, il allait me tuer. Et un samedi, je suis arrivée dans la salle de bain et j'ai vu mon petit frère. C'était une famille très pudique, hein. J'ai vu mon petit frère tout nu dans la salle de bain et j'ai dit à maman, « Oh, maman, Olivier n'a pas le même zizi que papa. » Et comme jamais mon père ne s'était montré nu devant moi, elle s'est dit « Aïe, quoi. » Moi, j'ai compris que j'avais fait une bêtise en disant ça et je me suis enfermée dans je me suis enfermée dans la chambre de mon frère parce que c'était la seule porte qui fermait à clé. Je me suis ressortie de la pièce que quand mon père est parti au travail. Mais elle avait déjà commencé la procédure du divorce. Oui. Et mon père a toujours nié ce qu'il avait fait. Et j'ai fait des démarches auprès de la police pour le retrouver. Au bout de 4 ans, on l'a retrouvé. Et un soir, je lui ai dit comme ça, « Tu sais, papa, quand j'étais petite fille, il me dit, tu n'as pas oublié ?» Et je dis, « Ben non, papa, on ne peut pas oublier ce genre de choses. » Il me dit, « C'est un secret de famille » qu'il m'a répondu. Mais quand vous dites qu'il a toujours nié, ça veut dire que je mentais.
Oui, ça j'ai bien compris, mais ça veut dire qu'à un moment, il y a eu une plainte de déposer ? Oui, au tribunal. Par votre mère ? Par ma mère, qui a demandé que pendant les droits de visite, qu'il ne soit jamais seul avec moi. Oui. Donc elle vous a protégé, elle a cherché à vous protéger. Oui. Elle m'a protégée. Et il n'y a pas eu de suite ? Non. Il n'y a pas eu de procès ? Non. Et après, il est parti, il a disparu dans la nature. Ce qui, pour moi, m'a soulagée. On va marquer une petite pause musicale, Isabelle, et je vous propose qu'on poursuive cette discussion après le journal de minuit, parce que c'est intéressant qu'on vous entende, c'est voir comment vous pouvez être sur le chemin de la guérison, parce que c'est rare comme ça de s'en sortir finalement pas seul. Il y a l'aide de cette diététicienne. Mais c'est intéressant de vous entendre un petit peu plus longuement. Donc ne raccrochez pas et on vous retrouve après le journal de minuit, d'accord ? À tout de suite. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions également par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr. Des réactions alors qui arrivaient pour Patricia déjà qui nous parlait de sa belle rencontre avec Jean, l'homme aux 18 chats. Le trublion ne pouvait que réagir en disant 18 chats, ça y est, vous avez réveillé Moumoun, qui lui c'est son chat adoré, lui qui dormait paisiblement sur sa tortue et son raton laveur en peluche que lui a offert le Père Noël, Moumoun qui fait un gros ronron pour votre retour. Et puis il y a eu plein de réactions de vous qui étaient très touchés par l'histoire de Patricia en disant que ça faisait du bien à entendre comme ça une jolie histoire d'amour. Il y avait Ava qui disait belle confiance de Patricia, quelle force liberté profonde dans la course d'obstacles qu'elle s'est proposée, comme à une amie qui ne l'a pas déçue. Et puis, un petit clin d'œil à Diakit qui écoute l'émission depuis Bamako. Il y a également Florence qui dit « Je suis seule depuis 96, je n'ai plus envie de relation avec un homme car j'ai été déçue, je ne suis pas malheureuse car j'ai des amis, je suis ouverte à l'amitié. Je sais que je n'aurai plus jamais de relation avec un homme parce que j'ai eu un cancer du sein, une ablation et une reconstruction. Malgré tout cela, j'ai un excellent moral et je suis en pleine forme, je vis, je fais la fête, toutes mes amitiés et toutes mes félicitations à Patricia qui a eu l'initiative de répondre à une annonce. » Moi, j'ai envie d'ajouter, Florence, que évidemment, votre mail est assez bouleversant parce que vous dites, vous faites une relation de cause à effet entre le fait que vous n'aurez plus de relation, selon vous, avec un homme parce que vous avez eu un cancer du sein, une ablation et une reconstruction. Moi, j'ai envie de dire, vous n'en savez rien parce que ça n'empêche pas, vous savez, d'être aimé, d'être désiré et je comprends que ça soit plus difficile peut-être d'envisager de vous montrer à un homme, mais un homme qui vous regardera avec les yeux de l'amour et du désir ne vous verra pas comme vous voyez, certainement, forcément. Nelly dit, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir entendu la belle histoire de Patricia pleine de bonheur et d'espoir pour tous. Des réactions aussi pour vous, Isabelle. Vous êtes là ?
Oui. Coco qui dit: votre témoignage est bouleversant et je vous trouve très courageuse. Je vous souhaite le meilleur pour votre chemin de vie et vous embrasse bien fort. Petite Fleur qui dit: ma cousine est boulimique, ça a commencé par de l'anorexie. Elle a 18 ans. Depuis 3 ans, elle ne s'alimente plus. Personne ne trouve de solution. Donc elle est plutôt dans une phase d'anorexie actuellement. Lola dit: j'ai fait de l'anorexie de 15 ans à l'âge de 21 ans. J'ai perdu à cause de cela tous mes amis et dû interrompre mes études durant un certain temps. Il y a Poupig d'ailleurs qui demande qu'est-ce qu'une anorexie mentale. C'est une bonne question parce que finalement c'est une maladie assez complexe qui se manifeste sur un plan physique par des troubles du comportement alimentaire avec une restriction de la nourriture pouvant mener dans certains cas jusqu'à la mort si on n'intervient pas. C'est-à-dire que dans certains cas ça peut être contrôlé. On le voit vous de 15 à jusqu'à il y a 1 an, puisque là vous reprenez du poids, mais vous avez aujourd'hui 44 ans. Il y a malheureusement des personnes qui en meurent, qui font des arrêts cardiaques, qui font tellement elles sont faibles. Je dis elles parce que ce sont majoritairement des femmes, mais il y a des hommes aussi qui peuvent être touchés. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'anorexie mentale, donc c'est aussi avant tout une maladie quand même qui touche le psychisme. Je dirais, pour faire simple, c'est un peu une maladie du contrôle, de l'hyper-contrôle, avec un contrôle évidemment sur le corps, mais contrôle de la pensée. Ce sont souvent des jeunes femmes très intelligentes, assez brillantes, et qui, dans les premiers temps, dissimulent leur amaigrissement à leur entourage en mettant plusieurs couches de vêtements. Donc l'entourage ne se rend pas forcément compte de leur amaigrissement. Un des premiers signes, c'est l'absence de règles. Ça démarre souvent comme ça. Elles maigrissent tellement qu'il y a une absence de règles. Et puis, je dirais que de toute façon, chez des jeunes filles comme ça, au moment de l'adolescence, quand elles commencent à vouloir faire un régime, mais qu'il y a un amaigrissement assez important, je dirais au-delà de 5 kilos, et assez rapide, assez brutal, et qu'on les voit commencer à trier leur nourriture et enlever tout ce qui ressemble de près ou de loin à des féculents. Il faut quand même être très vigilant, être vraiment en alerte, parce que ça peut démarrer comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter, Isabelle ? Une hyperactivité. Une hyperactivité, c'est très juste. Elles compensent souvent, malgré leur grande fatigue, par une hyperactivité. Oui. Je reçois un message de Marie-Claude qui répondait certainement à Florence, qui disait ne plus pouvoir, suite à son cancer du sein, elle était sûre qu'elle n'aurait plus de relation avec un homme. Marie-Claude dit: une femme est toujours belle aux yeux de l'homme qui l'aime. Un autre message pour vous, Isabelle, qui dit: félicitations à Isabelle qui a su lutter avec sa maladie. Beaucoup de gens devraient prendre exemple sur elle et continuer à vivre en espérant. Et puis un message qui dit comment avez-vous réussi à pardonner, comme vous le dites, l'inceste dont vous avez été victime? C'est Brigitte qui pose cette question. Je ne sais pas. Pendant longtemps, j'ai eu peur de lui. Après, je l'ai haï. Et puis après, j'ai réussi à reconstruire une vie de femme. Et je lui ai pardonné. Simplement. Une vie de femme, c'est-à-dire, que voulez-vous dire? J'ai réussi à avoir des relations avec un homme. Oui. Parce qu'à 17 ans, j'étais violée aussi. Et pendant 10 ans, je n'acceptais pas qu'un homme me touche. Même un médecin ne pouvait pas me toucher. Même un infirmier, pour une piqûre, pour une prise de sang, ne pouvait pas me toucher. Et un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a ouvert à l'amour, qui m'a fait accepter mon corps. Et de partir de là, j'ai commencé à pardonner à mon père. Et cet homme-là, malheureusement, est décédé d'un arrêt cardiaque. Donc, c'était une épreuve très, très difficile pour moi. Oui. Mais néanmoins, ça vous a réconcilié avec votre féminité. Exactement, oui.
Et votre père est décédé il y a combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et j'ai pas pu lui parler puisque j'étais au Maroc pendant qu'il était hospitalisé en urgence. Et c'est à mon retour du Maroc que mon frère m'a appelé pour me dire que l'enterrement avait lieu le vendredi après-midi. C'était un choc terrible. Alors, effectivement, l'anorexie gomme, il y a plus, si vous voulez, tous les signes extérieurs de la féminité, les seins, les fesses, les dents d'un corps anorexique est tellement maigre que c'est un corps très décharné. Donc il y a ce rapport à la féminité très problématique. Donc on retrouve dans certains cas des problèmes comme ça d'abus sexuels, mais pas ça ne veut pas dire que quand il y a de l'anorexie, il y a forcément eu abus sexuel. Mais il y a un certain nombre de cas où c'est malheureusement où cela arrive. Vous en avez parlé avec votre psychiatre de cela? Oui. 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 Il y a une question également de Valentine qui elle a 39 ans et qui apparemment souffre de cette maladie, qui a appelé le 3921, qui voulait savoir un petit peu quel était votre sentiment par rapport actuellement à votre prise de poids, parce que Valentine a appelé pour dire que elle a repris du poids, mais que ça la gêne toujours énormément et qu'elle le vit mal. Ah ben moi, c'est tout à fait le contraire. Je ne me suis pas vue prendre mes kilos. D'accord. Je ne me suis pas rendu compte. Je n'ai pas senti, ou je n'ai senti aucune gêne. D'accord. Et quand je voyais 1 kilo de plus, je disais, ah ouais, victoire. Mes efforts ont été récompensés. Parce qu'il faut savoir qu'à un certain moment, je mangeais beaucoup. Oui. Mon corps était tellement carencé qu'il ne prenait pas de poids. Alors, je ne comprenais pas. Et puis ma diététicienne me disait, on va continuer, il ne faut pas désespérer. C'est votre corps, il est tellement carencé qu'en fait, il réclame. Bien sûr, oui. Et elle me dit, après, ça va se débloquer. Et en fait, après, ça s'est débloqué. Et moi, j'ai très, très bien vécu ma prise de poids. Et là, ça fait 2 mois que je me stabilise et je suis contente. J'arrive à me stabiliser. Oui. Et là, sur ma lancée, là, je me dis, je vais prendre encore 2 petits kilos. J'en ai encore besoin. Oui. Oui, donc vous le vivez, c'est important parce que finalement, chaque kilo pris était une victoire. Oui, et c'est la première fois, depuis 29 ans, c'est la première fois que ça me fait cet effet-là. Comme quoi. Oui, comme quoi vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Puis je fais des choses que j'aime, je fais de la peinture, je fais de l'aquarelle. Je vais à la piscine également, j'adore nager. Et autrement, j'aime bien les marchés. Comment... Il y a un an, il y a un an, malheureusement, j'ai dû faire euthanasier mon petit chien. Ça a été terrible pour moi. Oui. Pendant 1 mois, j'ai pas pu manger. Oui. Et puis la vie a repris le dessus, comme on dit. Oui, vous gardez une fragilité et certainement un rapport assez complexe vis-à-vis de la nourriture. Mais bon, néanmoins... Une fois, il y a ma psychiatre qui m'a dit une phrase et je l'ai ressentie comme une gifle à l'époque. Elle m'a dit, vous serez anorexique à vie. Et j'ai reçu ça, mais comme une gifle à la figure, mais ça m'a fait mal. Mais alors à un point, vous ne pouvez pas savoir. À l'époque, j'avais du mal à l'admettre. Maintenant, je l'admets, je le comprends. Oui. Et je fais avec. Et oui. Il faut que j'en sois consciente parce que je serai toujours fragile. Oui. Une problématique, c'est-à-dire un rapport un peu compliqué à la nourriture, à la... Oui, voilà. Tellement compliqué que j'adore les crêpes. Je mange des crêpes à la maison, mais je n'arrive pas à faire le pas, je n'arrive pas à aller à la crêperie. Alors que j'adorais la crêperie, et je n'arrive pas encore à aller à la crêperie. C'est encore un plaisir que je n'arrive pas à débloquer, vous voyez. Il y a encore des blocages qui se créent. Oui, mais vous avez déjà tellement fait de progrès. Il y a déjà tellement de choses qui se sont débloquées et encore une fois, pas seulement sur le plan du corps. C'est-à-dire, on voit qu'il y a le psychisme qui suit.
Parce que la difficulté, quand votre psychiatre disait c'est difficile de parler, de vous ouvrir, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'est ouvert là. Et comment, enfin, c'est quand vous dites même que vous avez envie de nouveau de vous ouvrir aux autres. Souvent, là, c'est la grande difficulté pour les prises en charge psychologiques des personnes souffrant d'anorexie. C'est assez c'est très compliqué parce que tout tourne autour de la nourriture, des kilos, donc c'est vrai que pour les thérapeutes c'est assez pénible, il faut bien le dire. C'est très très ritualisé, très obsessionnel. Et on peut passer des séances entières à parler de kilos, de calories, et on voit bien là dans l'échange que nous venons d'avoir que vous pouvez tout à fait parler d'autres choses. Exactement, je vais au cinéma aussi. Mais bon, seul quoi. Ouais. Vous avez puisé ailleurs avec votre diététicienne, avec quand même, je pense, ce qui se fait aussi au niveau de votre psychiatre. Il y a votre mère aussi. Comment vit-elle cette évolution-là considérable? Elle est très contente. Oui. Oui. Elle est très très contente. Oui. On fait partie d'une association d'ailleurs qui existe sur Brest, anorexie.com. Oui. Et il y a une réunion tous les premiers samedis du mois. Et puis bon... Moi, je n'y vais plus parce que j'ai envie de prendre du large par rapport à cette maladie-là. Ça me fait mal de voir tous ces témoignages d'anorexiques, de boulimiques. Et j'ai envie de prendre du large par rapport à Ce sont des groupes de parole. Oui, voilà. D'accord. Et je n'y vais plus parce que ça me fait trop mal. Oui, c'est bon signe. Hein. Ah bon? Oui. Oui, vous avez envie d'entendre parler d'autre chose. Exactement. D'être dans la vie, finalement. Oui, exactement. Oui. C'est bon signe, vous avez envie d'être finalement dans l'échange, comme vous dites, d'être ouverte aux autres, mais avec des gens qui vont parler d'autre chose que d'anorexie et de boulimie. Exactement. Oui. Donc, je dis, ça fait partie de votre processus d'ouverture aux autres et au monde, hein, Isabelle. Je trouve ça très bon signe, vraiment. Ah, merci. Donc, c'est... Alors, après que vous gardiez, que c'est ce que voulait vous dire votre psychiatre, des fragilités, c'est une chose. Hein, mais vous êtes, je veux dire, par rapport à là d'où vous venez, les progrès sont immenses. Oui, et on ressent du plaisir d'ailleurs, même dans votre voix. Là où quand on est dans l'anorexie, on n'est pas dans le plaisir, on est dans le contrôle. C'est vrai. Il ne faut surtout pas avoir de plaisir. On se refuse tous les plaisirs de la vie. Oui. Un plaisir intellectuel. Le plaisir est dans le contrôle, en fait. Exactement. C'est ça. C'est le plaisir de contrôler, de s'affamer. Mais on contrôle, on pense contrôler même ça, ou devenir un pur esprit, le plaisir intellectuel aussi. Oui. Mais bon. Oui, j'aurais aimé ne pas avoir de corps et n'avoir qu'une tête. Voilà, c'est ça, d'être un pur esprit évanescent. Exactement. Ouais. J'avais toujours le nez dans des bouquins. Travaillais beaucoup. Alors de là à manger, comme le dit Sergio, comme Sergio vous le propose, c'est croque-monsieur, c'est tomates farcies ou même un gratin de pommes de terre, je sais pas. Il dit vous allez grossir Isabelle trop même, il dit je vous taquine, mais bon. Je remercie Sergio, mais ça passera pas. Surtout les trois en même temps, hein. Je sais bien qu'en période de fête on fait des abus, mais il faut peut-être pas exagérer quand même. Il est bien gentil Sergio, hein. Ah oui, non, faites attention parce que sinon il va nous demander votre adresse, il va vous envoyer tout ça dans un doggy bag là pour le soir du 31. Oui, merci Sergio. On va y aller doucement, c'est l'intention qui compte, hein. Exactement, oui. Bon, écoutez, en tout cas, ça fait du bien de vous entendre parce que il y a des choses encore qui nous échappent et même aux personnes qui travaillent sur cette maladie. Il y a parfois des guérisons comme ça, un peu spectaculaires. Il y a des personnes qui sortent de leur anorexie, j'ai envie de dire d'elles-mêmes, hein, comme vous dites, et on comprend pas très bien pourquoi il y a un moment, un déclic comme ça, quelque chose qui fait que cette fichue maladie régresse, on s'en sort. Et ça fait du bien à entendre parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont appelé le 3921, donc qui est le standard d'Europe 1, pour dire que elles étaient malheureusement plongées dans cet enfer-là de l'anorexie, de la boulimie. Je crois que vous entendre leur a fait chaud au cœur ce soir. Ah bon, tant mieux alors. Merci beaucoup Isabelle.
C'est moi qui vous remercie, Caroline. Et continuez à prendre soin de vous. Bravo pour votre émission. Hein. Merci à vous d'y participer. Soirs. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Isabelle. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Pour Georges qui adore Eddie Mitchell et qui lui a pris un peu de poids pendant ces fêtes de Noël, me dit-il. Peut-être est-il allé dîner chez l'ami Sergio, qui sait. Je reçois à l'instant un mail de Pierre qui dit ma copine est anorexique, elle fait des efforts mais prisonnière entre guillemets et du fait de sa maladie elle souffre de la vésicule. Dès qu'elle mange elle a mal mais ne veut pas consulter de peur d'être hospitalisée et mise à l'isolement. Comment puis-je l'aider efficacement sans l'embêter? Peut-être, alors déjà, le fait d'avoir une relation amoureuse avec vous, c'est important, c'est bon signe aussi parce que ça montre qu'elle n'est pas complètement coupée, enfermée dans sa maladie. Ça montre qu'elle peut quand même instaurer un lien, et quel lien? Un lien amoureux avec un homme. Donc ça c'est plutôt très constructif. Peut-être lui dire que on ne reste pas comme ça avec une douleur, que c'est pas parce qu'elle va consulter un médecin, en l'occurrence un gastro-entérologue, qu'elle va l'hospitaliser d'office et la mettre à l'isolement. Il peut tout à fait lui donner un traitement qui pourrait déjà la soulager. Vous voyez, il va pas forcément, il peut tout à fait tenir compte de son problème d'anorexie, mais sans l'hospitaliser de force, puisque apparemment, elle peut tout à fait se stabiliser d'une certaine façon dans son anorexie, mais en tout cas bénéficier d'un traitement qui éviterait cette douleur, et ça pourrait donner lieu à une prise en charge, comme nous le disait Isabelle, avec une diététicienne, avec un soutien par ailleurs. Il n'y a pas forcément l'hospitalisation directe, hein, il faut quand même le savoir. Et puis Florence nous a renvoyé un petit mail pour remercier notamment Marie-Claude pour son chaleureux message. Et elle dit qu'elle compense sa solitude amoureuse en apportant beaucoup aux autres et en étant toujours présente quand ils ont besoin. Florence, qui est une fidèle de l'émission depuis le début, si vous voulez peut nous appeler un soir pour parler un peu de vous, sachez que vous serez la bienvenue en tout cas. On accueille maintenant David. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle donc. Pardon. On vient de fêter ici les fêtes de Noël en famille, comme. Oui. Je dirais comme chacun. Comme un grand nombre d'entre nous, oui. Ouais. Et on se rend compte dans la famille que notre belle-sœur, que ce soit moi, mes sœurs, mes parents. Donc la femme de votre frère. Voilà. Oui. Elle vient, je dirais, si on peut dire, contraint et forcée. Et en fait, elle a qu'une seule envie, c'est de partir, quoi. Elle n'arrive pas à s'intégrer dans la famille, à se sentir chez elle, à être à l'aise avec nous. C'est trop dur, quoi. Dès qu'elle est avec des gens encore, je dirais, elle nous connaît, parce que je veux dire, ça fait quand même 9 ans qu'ils sont mariés, donc ils ont quand même, elle a quand même pris le temps de nous connaître. Oui. Mais ça reste très, 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 très difficile, et ça finit toujours mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé là, par exemple? Forcément, mon père, il s'en rend compte, alors il prend sur lui, puis au moment où il peut plus supporter, comme là quand ils sont partis, il lui a dit clairement que si c'était pour venir et être comme ça, c'était pas la peine qu'elle vienne, quoi. Mais comment elle est focalisée sur ses 2 enfants. Oui.
Et, qui ont quel âge? Qui ont 7 et 5 ans. 7 et 5 ans, oui. Donc ils sont plus bébés, enfin ils sont encore des enfants, mais c'est plus des. Non, oui, ils ne demandent pas des soins. Non, forcément. Alors elle joue avec eux et puis voilà, et elle n'a qu'une seule hâte, c'est de partir. Alors généralement quand il est 5h, 5h30, il faut qu'elle parte parce que ça lui devient insupportable. Oui, vous le ressentez comme ça. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est comme qu'elle n'a pas plaisir à être avec vous. Aucun plaisir. Alors que bon, on n'est pas, on est une famille comme plein de familles, on n'a rien d'extraordinaire. Alors je pense que ma famille est plutôt une famille aisée, on va dire. J'ai pas honte de. Pourquoi auriez-vous honte? Oui. Non, c'est justement, mais elle est plutôt. Ses parents sont ouvriers, étaient ouvriers. Ils sont maintenant en retraite, et je pense que le fait d'avoir une différence de classe sociale, si on peut dire, ça la perturbe, ça lui va pas. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Elle a émis elle en a parlé, si vous voulez, c'est un peu. Il y a eu que en 9 ans qu'ils sont mariés, ça fait que 2 fois. Il y a eu que 2 fois où mes parents et ses parents se sont rencontrés. C'est une fois quand ils les ont présentés et le jour du mariage, parce que c'était quand même difficile de faire qu'au mariage ils soient pas ensemble, quand même. Oui. Et je sais que mes parents ont fait l'effort d'être le jour du mariage à la table avec ses avec ses parents à elle. Oui. Et ça a été très très dur, quoi. Pourquoi? Parce que leurs parents ses parents sont aussi très réservés, du mal à avoir une discussion, même pas une discussion très intellectuelle, mais une discussion sur tout et rien. Il n'y a pas de discussion. Alors c'est vrai que bon, c'est un peu lourd à la fin, quoi. Oui, ils n'ont pas de sujet de conversation commun. Même, je sais pas des trucs, pas forcément des trucs, on va dire politiques, qui pourraient être un petit peu délicats, mais je sais pas, ce qu'ils ont fait dans leur vie, des voyages qu'ils ont fait, des trucs, voilà, communs, c'est pas possible. Et vous pensez qu'elle ne se sent pas à l'aise par rapport aux discussions que vous avez? Elle n'arrive pas je dirais, moi, j'ai mes sœurs. Bon, mes sœurs, elles ont des discussions. Mes beaux-frères, ils ont des discussions entre eux. Et elle n'arrive pas à s'intégrer. C'est pas possible. Elle n'arrive pas. Dans la conversation dimanche, par exemple, j'ai ma nièce qui a été voir un film ici la semaine dernière au cinéma avec donc ses grands-parents maternels, et elle me raconte un peu l'histoire. Et donc ma belle-sœur qui a été avec elle, elle sait pas plus raconter l'histoire. Je sais pas, on sait qu'ils ont été au cinéma, mais on sait pas ce qu'ils ont été voir. C'est pas ce principe qu'ils vont voir des trucs, ils vont voir ce qu'ils veulent. C'est pas, je m'en fous. Mais elle sait pas, même un truc de raconter une histoire d'un dessin animé qui passe au cinéma actuellement, ça n'a rien d'extraordinaire, quoi. C'est pas. Mais vous pensez qu'elle ne sait pas, donc? C'est pas qu'elle n'y met pas de la mauvaise volonté, c'est qu'elle ne sait pas. Vous pensez qu'elle... Je me demande s'il n'y a pas à force, un peu de mauvaise volonté. Mais et votre frère, lui, comment se comporte-t-il? Alors c'est très compliqué parce que on essaye, parce que je me doute bien que chez eux, ça ne doit pas toujours être facile quand il est qu'avec sa femme et ses enfants. Pas donc forcément. On essaye de. Il est très réservé, très. Lui aussi. Oui. Si vous voulez, ça me donne un peu l'impression d'être 2 hyper timides qui sont en couple. Ça ne doit pas toujours être.
c'est eux qui le vivent. Hein. Je ne peux pas non plus mettre à leur place, mais ça ne doit pas toujours être facile. Ça se passe certainement beaucoup mieux quand ils sont ensemble. Peut-être, je sais pas. Oh oui, certainement. Mais j'ai pas l'impression. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ma sœur n'a aucune confiance en mon frère, notamment sur ce qui Votre sœur ? Sur mon frère. Elle a aucune confiance en mon frère. Donc son mari. Votre belle-sœur donc, hein ? Ma belle-sœur, oui, pardon. Elle a aucune confiance en mon frère. S'il doit garder les enfants une journée ou une demi-journée, elle va l'appeler 10 fois pour être sûre qu'il n'a pas oublié de faire ci, de dire ça, etc., quoi. Est-ce qu'elle ne lui fait pas confiance ou est-ce qu'elle est très angoissée, très anxieuse ? Bah, je sais pas. Elle doit être très anxieuse. Alors, elle a aussi eu sa vie avec des choses qui ont peut-être pas forcément été toujours faciles. Elle garde, je dirais, des choses secrètes, mais ça c'est pas. Et je me demande si c'est pas plutôt qu'elle a pas confiance en. C'est possible. Elle n'a pas confiance en lui et en même temps, elle doit avoir très peur. Ou en elle. Elle n'a peut-être pas confiance en elle non plus. Peut-être, mais mais même je dirais entre eux, il y a beaucoup de choses qui restent secrètes. Oui, mais ça c'est leur problème. Vous les voyez entre eux, David, avec vous. Vous ne les voyez pas entre eux dans leur intimité. Ah non, non. Hein, ça, vous ne savez pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. J'imagine, mais je ne sais pas. Oui, vous imaginez, mais votre imagination vous joue peut-être des tours. Vous les voyez finalement quand vous êtes dans le cadre familial, où vous êtes toute la famille réunie et où elle est la seule qui n'est pas de la famille d'une certaine façon. Bah, oui, même si elle est elle n'est pas de la famille initiale, c'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Oui. Hein, y a Bulle qui dit elles se sont peut-être inférieures, d'après ce que vous semblez dire, mal à l'aise ou pas au même niveau. Peut-être qu'elles manquent de confiance en elles et qu'elles se referment. Oui, mais moi, on voudrait tous que ça se passe bien, mais on craint qu'une seule chose, c'est que... Il n'y en a pas un ? Oui, qu'est-ce que vous craignez, pardon ? C'est qu'un jour... parce que je connais mon frère. Oui. Je sais qu'il risque d'y avoir un jour où lui non plus ne va pas supporter la chose et que ça pourrait mal finir. Il va pas supporter quoi ? Il va s'énerver. Et après qui ? Par rapport à elle, quoi. Mais ça fait quand même 9 ans que ça dure. Oui, de toute façon, assez vite après leur mariage, ça assez vite. Déjà, quand il nous l'a présenté, c'était déjà pas facile. Bon, on a mis ça sur le compte du fait que... Parce qu'elle est restée très réservée. Alors, on s'est dit, bon, c'est vrai que c'est la première fois rencontrer sa future belle famille. Oui, c'est pas facile. Ça peut être intimidant. Oui. Bon, on sait pas, on les connaît pas, on sait pas qui c'est. Elle s'est retrouvée toute seule. Il y avait mes frères, il y avait mes sœurs, moi. Oui. Ça fait un peu de monde. Elle peut être. C'est pas forcément une situation facile. Mais au bout de 9 ans, de pas arriver à avoir une évolution, c'est inquiétant. Enfin, c'est. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dont elle est plus proche dans votre famille, avec qui elle parlerait davantage Un peu moi, mais moi, c'est aussi fatigant. Et pour vous dire, hier, j'ai pas réussi. Je veux dire, même j'ai mes beaux-frères qui font un effort pour lui parler. Oui. Mais est-ce qu'elle travaille ? Est-ce qu'elle Elle travaille, oui, elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille dans une entreprise de vente par correspondance. Elle prépare des catalogues de vente par correspondance. Donc elle travaille, elle a quand même une activité professionnelle. Oui, avec parce des gens. Que vous pouvez vous intéresser. Voilà, si ça parle un peu d'elle. Elle a quand même des collègues avec qui elle doit travailler, donc avoir un minimum de discussion professionnelle sur savoir je sais pas ce qu'ils doivent faire, quoi. Donc bon, mais ils n'ont pas d'amis. C'est très.
Non, mais qu'est-ce qui vous gêne? C'est leur couple, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a leur couple qui semble vous semble très énigmatique. C'est bon, évidemment, ça vous semble très loin de vous. Vous retrouvez pas dans ce couple-là. Bon, après tout, c'est pas vous qui l'avez épousé, ça tombe bien. Non, dans un sens, sans vouloir être méchant avec mon frère, je préfère que ce soit comme ça. Bon, voilà, c'est très bien, c'est pas votre épouse. Non. Mais il y a le fait que quand elle vient en famille, chez vous, elle ne s'intègre pas à la famille. Alors c'est encore une chose différente. Ouais, mais pour moi, ça fait partie d'un tout quand même. Enfin, c'est assez, pour moi, c'est assez lié, quoi. Tout ça. Alors il y a Coco qui dit c'est pas évident de s'intégrer dans un autre milieu social que le sien. Et elle dit imaginez-vous David évoluer dans un milieu ouvrier. Bon, alors après on se fait des idées sur les milieux. Vous voyez, on a l'impression que pour des gens, je sais pas, bourgeois, évoluer dans un milieu ouvrier, ça serait l'horreur. Pour des ouvriers, évoluer dans un milieu bourgeois. Bon, je sais pas, parce qu'on se fait des idées. Comment ? C'est peut-être plus facile pour des gens d'un milieu plus élevé de, entre guillemets, redescendre, plutôt que des gens d'un milieu plus bas, si on peut dire, mais sans que ce soit péjoratif ni humiliant, d'être avec des gens qui sont d'un milieu plus élevé, c'est peut-être plus difficile. Je sais pas si vous... Je suis pas sûre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout est affaire d'adaptation et donc d'intelligence. Mais... Et l'intelligence n'est pas une affaire de milieu. Moi, non, mais c'est sûr, mais je me dis quelque part... Parce que des affaires plus basses, ça veut dire que les gens de milieux aisés s'adapteraient mieux aux gens des milieux plus bas. Je suis pas sûre du tout. C'est pas du tout une vérité. Ils peuvent être différents. C'est pas une vérité scientifique. C'est un avis que j'aimais moi, je pense, mais c'est pas du tout. Je suis pas sûr du tout. Mais je suis pas sûre. Ça veut dire que c'est pas forcément au-delà du clivage milieu entre guillemets. Je pense que ça, après, on le dépasse et que ça met pas des années. Je pense qu'il y a plus une question de personnalité derrière. Ouais. Et que c'est peut-être quelqu'un de réservé, d'un peu timide. Et d'ailleurs, vous dites que votre frère est lui-même un peu réservé, un peu timide. Et au fond, peut-être qu'ils se sont bien trouvés. Enfin, et peut-être que c'est ce qui a plu aussi à votre frère. Alors parfois on choisit son contraire et peut-être que il a trouvé chez cette jeune femme, c'est aussi ce qui lui a plu, sa réserve. Ouais, mais je me demande si au final c'était pas un peu pesant quand même. Non, mais ça, comme dit Lisa, ce qui se passe dans leur couple, à la limite, ça vous regarde pas. Oui, mais c'est quand même, je fais un parallèle avec mes deux sœurs qui sont en couple. Mes beaux-frères sont beaucoup plus intégrés. Ben oui, si vous voulez. Ça arrive. Ça peut paraître futile, mais là, j'ai mes deux sœurs qui ont des enfants en très bas âge, qui ont à peu près entre 1 an et 15 mois. Bon, mes beaux-frères, mes beaux-frères, ils vont coucher le petit, etc. Ils ont pas peur de monter dans la maison pour coucher les petits, etc. Bon, ça peut paraître futile, mais ma belle-sœur, quand ça s'est passé, c'était compliqué, quoi. Il fallait qu'elle demande si elle pouvait, alors que mes parents n'ont jamais fait de problème par rapport à ce genre de truc. Oui, donc ça montre qu'elle se sent pas à l'aise. Ouais, et c'est vrai que du coup, quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise, ça met pas à l'aise les autres. Mais au fond, plutôt que d'essayer, du coup, ça crée un malaise, mais plutôt que d'essayer d'une certaine façon, de la mettre un petit peu à l'aise, je sais bien que c'est compliqué. De la scruter comme ça ne peut que renforcer le malaise. Alors, je sais pas, vos belles-sœurs, par exemple, qui viennent d'avoir des bébés, est-ce qu'avec elles n'arrivent pas à parler enfant ? Parce qu'entre des jeunes femmes qui ont des enfants, elles pourraient la valoriser, elle qui a des enfants un peu plus grands, elle pourrait peut-être, non pas les conseiller, parce que ça peut être embêtant de donner des conseils, mais... Ouais, non, justement, on avait pensé que le fait qu'elles aient vécu des expériences similaires, puisque avoir des enfants, bon, ça pouvait être un élément de créer une relation, quoi. Je
non, pour vous dire, c'est le truc, quand mes sœurs ont accouché, ils sont pas venus voir. Elle n'a pas eu la curiosité, l'envie d'aller les voir à la maternité. Moi, c'est pas dire la première chose que j'ai fait, mais assez vite, dans les 3-4 jours qui ont suivi, oui. on a été la voir. Elle était à côté? Ils habitent à côté? Bon, ils sont à Paris, on est à Lille, c'est quand même pas, c'est pas le bout du monde, quoi. Il y a 1 heure de TGV, c'est pas une chose insurmontable. Que pensent vos Mais pour parents elle, c'est insurmontable. Que pensent vos parents? Mon père est très très en froid, pour pas dire limite glacial, et ma mère est beaucoup plus sur la réserve en disant, elle, ce qui entre guillemets l'intéresse, c'est toujours le problème, c'est de se dire, s'ils en viennent à divorcer, elle va être, mais excusez-moi du terme, mais casse-couille sur les enfants. Elle va faire les pires histoires pour la garde des enfants. Donc, ma mère essaie toujours de ménager la chèvre et le chou en disant un petit peu oui, un petit peu non, un petit peu de marche avant, un petit peu de marche arrière, et essayer de faire en sorte que ça continue comme ça continue, en sachant que c'est pas une situation qui est viable, à mon avis, et à son avis, à long terme. Oui, mais comment elle essaye de ménager la chèvre et le chou, quoi. D'accord. Mais David, comment voulez-vous que ça se passe bien? Parce que au fond, il y a quand même beaucoup de préjugés. Il faut être honnête. Bon, il y a beaucoup de préjugés. Elle doit le sentir. Elle n'est pas idiote. Et là, tout le monde, s'attend à voir ce couple exploser. Et elle se sent pas. Certes, vous dites, elle s'intègre pas, mais on pourrait dire peut-être qu'elle, de son côté, elle dirait, je me sens pas intégrée. Bon, donc après tout, c'est bon. Elle est comme elle est. Et au lieu de penser que votre frère et que ce couple va se séparer, écoutez, c'est lui qui l'a choisi. Ça fait quand même 9 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. Lui, il vous fait pas de confidence en disant j'en peux plus, je vais divorcer. Donc ne vous mêlez pas de sa vie de couple. Non, mais sans. Vous êtes la famille. Il y a la famille. Vous avez votre famille de base, et puis il y a la famille que l'on construit aussi. Vous êtes en couple, vous, David? Non. Vous verrez peut-être le jour où vous serez en couple. Peut-être que, je sais pas, je vous souhaite de rencontrer une femme qui plaira à tout le monde, mais peut-être que ça sera pas le cas. Il y en a qui trouveront à redire, et je pense que ça vous ennuierait qu'on vienne vous dire des choses ou. Mais c'est un peu la chanson de Julien Clerc, ma préférence. Oui, mais on en revient toujours au même problème. Moi, je veux bien faire des efforts pour essayer de faire en sorte qu'elle s'intègre un peu plus dans la famille, mais je ne sais pas quoi faire. Acceptez-la telle qu'elle est. Qu'elle sente un peu de bienveillance. C'est dur. Acceptez un peu de bienveillance. Un peu de... Qu'elle sente pas que finalement, elle est là et qu'on la supporte, mais que, on attend que ça s'arrête. Allô? Vous êtes là, David, ou pas? Est-ce que c'est pas elle qui... Aïe, ça va mal se passer. Attendez, parce que j'ai perdu, il y a eu un problème, là. Est-ce que c'est pas elle qui... Pardon? Je me demande... Moi, la famille, j'irais peut-être à part mon père, j'ai pas trop l'impression qu'on lui met la pression, mais je me demande, est-ce que c'est pas elle qui se met une fausse pression? Enfin... Une pression. Écoutez, je pense que c'est parti sur des bases difficiles. C'est pas évident de faire cohabiter des milieux différents. Elle avait peut-être peur, elle se sentait peut-être pas à la hauteur. C'est peut-être quelqu'un d'un peu timide, réservé à la base, peut-être manquant de confiance en elle. Vous savez que parfois les personnes timides peuvent en paraître froides. Il peut y avoir un malentendu. Peuvent paraître presque un peu froides, oui, un peu distantes. Et puis c'est vrai que au fil du temps, ça s'est envenimé. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension. Chacun peut se sentir rejeté, au fond, mal aimé. Votre père a l'impression, lui du coup, il en devient glacial. Elle vient, mais elle sent que il y a un malaise. Donc tout le monde est dans le malaise. Alors peut-être que comme vous êtes, et d'ailleurs c'est vous qui appelez, donc c'est pas un hasard non plus. C'est vous, au fond, vous êtes soucieux et préoccupé.
vous êtes le lien, faire en sorte que même s'il y a qu'une personne avec qui elle peut être un peu plus proche, c'est important parce que vous pouvez être en lien, au moins dans ces moments de réunion familiale, en étant à côté d'elle, en parlant avec elle, enfin en étant un peu bienveillant, j'ai envie de dire. Oui, elle est réservée, elle est comme ça, et puis pas en jetant de l'huile sur le feu. C'est-à-dire, fichez-lui un peu la paix, c'est comme ça. Ouais, mais quelque part... Il y a quelqu'un qui dit, Minouchette, qui dit « J'ai vécu pendant 10 ans avec quelqu'un d'un milieu modeste. Il est vrai que c'est une affaire d'écoute, d'adaptation, de compréhension et surtout d'apprentissage des codes. C'est à tout le monde de créer les conditions d'un tel partage. » Ouais, non, comme dit Bull, chacun est différent, quoi. C'est-à-dire... Bon, et là, c'est pas forcément simple parce qu'elle a toute une famille, tout un clan, j'ai envie de dire, et elle doit bien sentir que il y a un truc maintenant qui bloque. Alors je dis pas qu'au départ sa réserve et tout a pu vous heurter, a blessé certains en disant elle nous accepte pas, voire elle nous rejette. Je pense que c'est pas aussi simple. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et que maintenant, mais maintenant ça tourne à peut-être que mon frère est pas bien avec elle. Ça, c'est de l'interprétation. Je pense que quand ils sont ensemble, allô, en couple, c'est différent. Vous êtes toujours là, David ? David ? Oui, je pense qu'il faut faire attention aux interprétations parce que quand ils sont en couple, ils doivent être certainement différents. C'est difficile de se retrouver en couple devant sa famille, surtout si on a l'impression que la famille se transforme un peu en tribunal et désavoue nos choix. Et puis, comme dit Bull, parlez-en, peut-être ça arrangera bien des choses, peut-être pourquoi pas crever l'abcès. Ouais, David, je sais pas, il y a un problème de communication, ça vient et ça repart. Peut-être que vous pouvez même, comme vous m'avez l'air assez, vous, spontané, direct, peut-être en parler avec elle la prochaine fois en disant, tu sais, je suis ennuyée parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vrai malentendu. Bon, mais moi, tu sais, moi, je suis le côté plutôt très ouvert, un peu volubile, un peu extraverti. Je vous sens comme ça, c'est spontané. Et toi, je sais que tu es plutôt réservé, mais pas en le mettant comme quelque chose de négatif, plutôt assez réservé. Et lui dire, j'ai l'impression, enfin, ça crée un malaise. Peut-être tu te sens pas bien quand tu viens chez nous. Moi, j'aimerais bien que tu te sentes bien quand tu viens à la maison. Est-ce que, enfin, et la laisser un peu parler, dire j'ai l'impression que t'es pas bien quand tu viens et ça me fait de la peine, quoi, parce que j'aimerais bien que tu te sentes mieux. Peut-être ouvrir carrément les choses avec elle et lui permettre d'en parler, pas devant les autres, mais avec elle. Bonne chance en tout cas, mais je crois qu'en parler peut arranger les choses et lâcher un peu quant à leur couple. Ça les regarde. Bonne chance, David. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Ava nous envoie un petit message qu'elle conseille à Florence, le roman Thérapie de David Lodge. Voilà, un dernier petit clin d'œil à Florence ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. On se retrouve demain, bien sûr.